Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouveau webinaire de la communauté de pratique francophone et internationale santé mentale et travail sur le thème de la paire et danse au service de la qualité de vie au travail. Vous êtes très nombreux à nouveau à répondre présent à ce rendez-vous connecté depuis la France, mais aussi le Canada, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Donc, soyez les bienvenus. On est très heureux de vous retrouver pour cette dernière rencontre de l'année de la communauté de pratique. Alors, aujourd'hui, pour traiter ce sujet de la paire et danse, et à l'image de ce que l'on essaye de défendre au sein de la communauté, nous allons avoir des regards croisés. Tout d'abord, le regard d'un expert, celui de Thierry Calva, qui est cofondateur du Cercle Vulnérabilité et Société. Puis, nous aurons le regard d'une paire aidante professionnelle spécialisée dans l'accompagnement au rétablissement vers l'emploi, de Geneviève Leduc, qui est avec nous depuis Montréal. Et enfin, Yves Bancelin, qui dirige une société Esperpro, qui propose des services de paire et danse, finalement, pour tout à chacun. Merci à vous trois d'avoir accepté cette invitation et soyez les bienvenus au sein de la communauté. Alors, avant de vous laisser la parole, je vais juste donner quelques éléments d'actualité de la communauté de pratique parce que nous avons eu un grand rendez-vous, notre premier grand rendez-vous, qui a eu lieu les 16, 17 et 18 octobre dernier à Montréal. Nous nous sommes retrouvés pour le premier colloque de notre communauté de pratique. Nous étions 600 participants, à peu près la moitié en présentiel et l'autre moitié en distanciel. Et pendant 2 jours et demi, on a eu une chance incroyable d'entendre une multitude d'intervenants nous parler de santé mentale et travail sous différents formats, à la fois des chercheurs qui nous ont apporté des éclairages sur l'avancée de la recherche, notamment en neurosciences, mais aussi autour des enjeux liés au sens au travail, au stress et aux enjeux de politique organisationnelle. Beaucoup de paroles croisées à la fois de professionnels de terrain et de chercheurs sur des questions concrètes d'accompagnement, d'identification des acteurs ressources, des stratégies d'accompagnement, et puis des temps beaucoup plus participatifs lors d'ateliers plus thématiques qui nous ont permis d'être inspirés et éclairés par des pratiques concrètes sur comment on fait avancer le sujet. Et tout ça a été matiné de temps de rencontres informelles extrêmement riches. Donc, on a senti un enthousiasme grandissant et communicatif à l'issue de ce colloque. Et sachez que l'on se met au travail dès le mois de janvier prochain pour préparer le prochain colloque qui aura lieu à l'automne de l'année 2027 et cette fois-ci à Paris. Donc, à vos agendas, vous pouvez déjà bloquer cette période-là. En tout cas, on vous donnera des dates plus précises très rapidement. Alors, ce webinaire va durer 1h30 et sachez qu'à la suite des interventions de nos invités, nous prendrons un temps pour répondre aux questions que vous allez poser dans le chat et que nous allons prendre en note grâce à l'aide d'Isabelle qui travaille chez Santé Mentale France et qui nous aide à mener ces webinaires. Donc, j'en profite pour remercier Santé Mentale France et toute l'équipe qui est là en appui pour l'organisation de ces rencontres. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On essaiera de garder un vrai temps pour y répondre et continuer la discussion autour de vos interrogations. Alors, pourquoi ce sujet de la paire aidance au travail ? La paire aidance, ça part d'un principe assez simple finalement qui est le suivant, c'est de se dire que finalement les personnes qui ont traversé des problèmes de santé mentale et qui se sont rétablies développent un savoir d'expérience qui
lorsqu'il est encadré, modélisé, formalisé, peut être mis au service d'autres personnes qui ont traversé ou qui traversent des problèmes de santé mentale dans leur chemin de rétablissement. Pourquoi finalement on a l'intuition aujourd'hui que ce levier de la pérédance, il est intéressant à creuser par rapport aux enjeux d'insertion professionnelle et de vie au travail. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'un des obstacles majeurs à surmonter par rapport aux questions d'insertion sociale et professionnelle et de vie au travail, c'est celui de la stigmatisation, c'est celui des représentations négatives, c'est celui du tabou qui fabrique de l'impossibilité à parler, de l'impossibilité à aller chercher de l'aide et à pouvoir se sentir soutenu dans le monde du travail ou en marge du monde du travail. Finalement, parler de soi devient synonyme de crainte pour son avenir professionnel. Deuxième enjeu, c'est qu'on méconnaît finalement les adaptations, les dispositions managériales, les organisations qui sont favorables à l'accessibilité du travail et à la durabilité du travail. On perçoit bien que tout cela se joue sur des registres relationnels, avec des enjeux de coopération, autour d'enjeux organisationnels, avec des enjeux de souplesse horaire, de modalités managériales soutenantes, mais pour autant, on n'a pas forcément de référentiel par rapport à ces sujets-là. Et c'est vrai que je me disais en travaillant ce sujet-là que finalement, on peut faire l'hypothèse que la proximité, l'empathie, l'espace d'authenticité qui est rendu possible par le dialogue avec un père aidant permet de libérer une parole, de sortir de l'isolement et finalement de dessiner un espace porteur de solutions qu'on ne peut pas trouver si finalement il n'y a pas cette possibilité de parler. Deuxième hypothèse, on se dit que l'expérience du père aidant, finalement, c'est une mine de ressources, d'idées, de stratégies pour penser la quotidienneté au travail, pour penser les adaptations, les aménagements qui vont être favorables à un équilibre de vie au travail, à une intégration dans les équipes, à des stratégies d'adaptation et de compensation. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a besoin de l'illustrer, on a besoin d'en faire la démonstration, on a besoin d'être éclairé sur la manière dont tout ça peut se passer et certainement, on a besoin de tracer des espaces, des axes de travail, de modélisation, de professionnalisation de ces principes-là. Et donc, je suis très heureuse qu'on commence à en parler avec vous trois aujourd'hui, car vous allez le voir, nos trois invités sont extrêmement inspirants à la fois par les expériences et les réflexions qu'ils ont à partager aujourd'hui sur cette thématique de la pérédance au travail. Et vous allez voir, ça dessine finalement un champ d'exploration qui est certainement à creuser par la suite et qui n'est que le début de profonds changements dans la manière dont on pense le travail et l'organisation au travail. Et pour démarrer sur le sujet, je vais donc vous donner la parole, Thierry. Vous êtes sociologue, vous êtes un des cofondateurs du Cercle Vulnérabilité et Société et vous avez monté un groupe de travail qui vous a permis de produire une note de réflexion sur ce sujet de la pérédance, des enjeux managériaux et finalement de la dimension stratégique de la pérédance dans le monde du travail. Et lorsque l'on a préparé ce webinaire, vous m'avez dit, finalement, cette question de la pérédance dans le monde du travail et dans le monde de l'entreprise, elle invite à un changement de paradigme profond des organisations dans la mesure où la vulnérabilité est désormais vue comme un gisement de compétences dormant et la pérédance est finalement un convertisseur de ces performances. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus parce que ça crée de la curiosité
sur Très le bien, sujet. très bien, merci. Je vais donc déclencher de toute façon mon chronomètre, car il faut que je vous prévienne, j'ai une double responsabilité qui est effectivement un peu de démarrer, d'introduire, mais aussi de ne pas faire prendre du retard à la réunion. Donc, merci à tous et merci à toutes de votre attention et merci de votre invitation. Je vais juste peut-être dans un premier temps, je ne vais pas m'échapper hein, à votre question, peut-être revenir sur le contenu de cette note et finalement du travail, parce qu'il aide aussi à comprendre à la fois d'où vient la pérédance, pour ceux qui d'entre vous ne seraient pas forcément informés ou ne seraient pas forcément avisés complètement de ce sujet, et par ailleurs d'en voir d'ores et déjà les avantages qu'on peut en tirer. Peut-être juste de façon extrêmement, je vous rassure tout de suite, hein, je ne vais pas faire long sur l'historique, mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on parle de pérédance, mais qu'en fait, la pérédance, ça s'inscrit dans une histoire qui originellement date, en tout cas, on la date, des années 30, mais du siècle dernier, puisque à l'origine de la pérédance, on trouve notamment des groupes d'alcooliques anonymes qui permettaient à des personnes de transcender l'expérience qu'elles avaient vécue pour en faire partager finalement les acquis à des nouveaux entrants qui, à leur tour, de façon un peu pollinisatrice, venaient non pas convertir, mais accompagner encore d'autres personnes. Et chemin faisant, ce processus s'est étendu. Il a globalement quitté le champ de simplement la santé mentale, même s'il y est resté très prégnant, pour être et déborder sur la santé physique, sur la santé psychique, comme par exemple la rééducation des troubles de l'alimentation, mais aussi on trouve de la pérédance dans le divorce, dans le deuil, dans des questions de surendettement. Et comme vous le disiez, Claire, effectivement, à travers la pérédance, il y a une forme de valorisation de ce qu'on appelle les savoirs d'expérience ou savoirs expérientiels ou parfois les soft skills, encore que le débat puisse rester assez ouvert sur cette question. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de la transformation, mais en fait, vivre une expérience qui est une expérience de vulnérabilité est une expérience qui va vous transformer et à travers laquelle vous allez développer à la fois des compétences nouvelles, des capacités nouvelles, mais aussi des capacités dont vous n'avez pas conscience. Et la pérédance permet précisément d'aller chercher les capacités dont on n'a pas conscience et donc derrière de pouvoir être accompagné dans la conscientisation qu'on va avoir du sujet. Et quand j'évoque des compétences, pour aller relativement vite, sur l'exemple des aidants familiaux, on a mené une démarche qui d'ailleurs se poursuit, ça fait 3 ans qu'elle a démarré, où on a mis en avant les compétences qui étaient issues de l'aidance. Donc tous les éléments que je vous présente là, alors je crois que les slides seront communiqués aux participants, mais vous pourrez le retrouver dans les différentes notes hein, qu'on a pu produire. Mais on a identifié, dans le cadre de la situation d'aidant, 4 capacités ou blocs de compétences que l'aide familiale peut générer, qu'on a volontairement cherché, non pas dans un angle qui est un angle lié spécifiquement à l'aidance. Il ne s'agit pas de dire que les aidants sont des bons aidants demain en emploi. Ça, c'est à la limite, c'est trop facile. Mais ça a été de chercher les compétences qu'ils pouvaient valoriser dans le cadre d'un parcours en emploi et qui sont des capacités d'auto-organisation, de travailler avec les autres, de capacité à résoudre des problèmes complexes et ou de maîtriser les équipements et les technologies. Donc, on a là des compétences qui sont reconnues comme des vraies compétences en emploi dans l'entreprise, qui sont recherchées par les entreprises et que la pérédance peut permettre, par un bon accompagnement, de conscientiser chez des personnes et d'accompagner finalement des personnes qui ont été aidantes. Voilà rapidement n'hésitez pas, Claire, si jamais ça n'est pas clair, mais comme le temps est contraint, je suis obligé d'aller un peu vite, mais globalement, voilà, on est face à un processus et on s'est interrogé en se disant, ben voilà, ce processus-là, qui vise finalement à transformer une situation vécue pour en souligner le potentiel qu'elle a pu amener, quel rôle ça peut avoir dans un collectif de travail. Et le premier rôle qu'on a identifié, c'est le fait qu'aujourd'hui, la pérédance, si elle se met en place dans des collectifs et des organisations de travail, elle peut jouer une fonction de décryptage et de vigie pour les organisations. Pourquoi de décryptage et de vigie? Tout simplement parce que quand on y regarde de près, le collectif de travail est un collectif qui est tissé
de vulnérabilités multiples. Ce que vous avez là, c'est une cartographie qui est très loin d'être complète, mais qui met en avant les différentes vulnérabilités auxquelles la société et par extension l'entreprise peut être confrontée. Et les chiffres que vous avez en noir, qui sont exprimés en millions, c'est l'incidence qu'il y a sur la population. Un rapide calcul, que je ne ferai pas là, vous amènerait peu ou prou à environ, sur l'ensemble des vulnérabilités qui sont ici, à un chiffre qui serait d'à peu près 120 millions de personnes concernées, entre 120 et 150 millions de personnes concernées. Une autre façon de dire la chose, c'est que, en fait, la société, comme l'entreprise, est un ensemble de vulnérabilités multiples que des individus peuvent soit avoir de façon isolée, soit avoir de façon cumulée. Mais évoquer la question de la pérédance dans l'entreprise, c'est commencer à s'intéresser à ce qui, d'une certaine façon, constitue, dès lors qu'on envisage la situation de vulnérabilité comme possiblement un vrai potentiel, qui constitue un vrai gisement sur lequel l'entreprise aujourd'hui capitalise finalement assez peu, ou quand elle le fait souvent dans une optique qui est une optique régulatrice et correctrice, c'est-à-dire faire en sorte, par exemple, que les aidants se portent mieux, mais rarement dans une logique qui est une logique contributive, dans laquelle on se dit, finalement, les aidants familiaux, par les compétences qu'ils ont développées, pour garder cet exemple-là et rester concret, pourraient amener des gains dans l'organisation. Or, les gains dans l'organisation sont assez importants. Il y en a, vous avez trois gains principaux, enfin en tout cas trois idées principales. La première idée principale, c'est que la pérédance, dès lors qu'on veut la développer, elle a un immense avantage, c'est qu'elle est très économe en ressources et en investissement. Et quand on est un DRH, j'imagine que certains sont connectés, on se dit, tiens, voilà un moyen dans lequel je risque d'avoir un retour sur investissement extrêmement important par rapport finalement à la somme et aux ressources que je vais mettre initialement. Pourquoi? Parce que d'abord, la pérédance, puisqu'elle est un processus qui est un processus d'accompagnement et de prise de conscience par les personnes qui sont ainsi accompagnées, elle ressemble beaucoup à ce qu'on pourrait quasiment imaginer une forme d'immunothérapie. Vous savez, c'est un peu l'idée que l'organisme se retrouve réarmé plutôt que, et pour lutter contre la maladie, plutôt que ne bénéficier que d'un traitement tout seul qui va gérer des difficultés. Donc, on est face à des personnes qui prennent conscience de l'expérience et qui derrière se retrouvent en totale autonomie. Le deuxième aspect qui est intéressant, c'est qu'on a un mécanisme de diffusion qui est viral et qui finalement va faciliter son extension de façon naturelle dans l'organisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette carte, je vous invite vraiment à la voir, vous aurez tout le temps de la regarder, mais en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que la pérédance au sein des organisations est en capacité à créer un effet storm, donc un effet tempête, puisque tantôt elle va révéler des choses ou produire des choses sur l'individu, et immanquablement, cet individu va, en se rapportant au collectif, produire autre chose. C'est-à-dire, pour le dire différemment, vous passez d'un état de révélation, votre situation vous est révélée, la parole d'un père aidant vous révèle que vous-même vous êtes dans une situation que enfin vous pouvez conscientiser, elle va générer collectivement de l'échange, produire des solutions qui vont aider l'individu, mais les solutions mises bout à bout vont produire des savoirs qui vont favoriser l'adhésion, fertiliser les expériences, créer de l'engagement et derrière de l'innovation. Donc on voit bien que c'est économe en ressources puisque les personnes sont autonomes et en même temps il y a une diffusion qui est une diffusion virale. Le troisième intérêt dans une organisation, c'est qu'à un moment donné, dès lors qu'on rentre dans un mécanisme de pérédance, on va être dans un mécanisme où la vulnérabilité des individus est une vulnérabilité qui peut être considérée comme une donnée d'entrée dans l'organisation, là où aujourd'hui, elle est une donnée d'ajustement dans l'organisation. Toute la partie du haut de ce schéma qui, pour le coup, n'est pas animé, c'est en fait le fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des situations de vulnérabilité nombreuses qui composent le collectif sont gérées sous la forme d'une prise en charge des besoins et des problèmes. Donc, c'est considéré comme un problème. Donc, on va ajuster l'organisation pour faire en sorte que cette charge ne soit pas trop pesante sur le résultat final. Et donc, on a un raisonnement
qui est un raisonnement qui est de je vais faire ma performance en dépit d'eux, en dépit de la charge qui repose sur ces personnes. Alors que la paire aidance invite aussi à regarder différemment le sujet en se disant finalement, dès l'entrée, j'ai des personnes qui vont être des personnes possiblement vulnérables et donc je vais valoriser ces situations, valoriser une expérience qui est une expérience de vie et donc à partir de laquelle je vais pouvoir produire de la valeur ajoutée. Donc je vais commencer à avoir une performance qui ne va pas se faire en dépit des personnes, mais au contraire à partir de l'expérience de ces personnes. Ce qui est mentalement, intellectuellement et même économiquement quelque chose d'extrêmement important. Alors, je ne vous êtes pas obligé de me croire sur parole, mais quand on le regarde, je vais essayer de ne pas inquiéter le public, mais néanmoins rester sur une logique qui est une logique simple. En France, en tout cas, on apprend la définition de l'énergie dès la 4e. J'imagine que vous l'avez oublié. Je vous rassure, je l'avais moi-même oublié, mais pour les besoins de la démonstration, je m'en suis souvenu. En fait, quand on veut évoquer l'énergie d'un système, on va avoir deux éléments qu'on va prendre en compte. L'énergie d'un système, c'est l'énergie cinétique moins les pertes, c'est-à-dire d'une certaine façon les frottements. Tout ce qui va être fait pour faire en dépit d'eux, c'est toute la limitation de la charge qu'on va pouvoir avoir, plus l'énergie potentielle. Aujourd'hui, quand on travaille sur les questions qui touchent au handicap, à la maladie et à bien d'autres choses, donc qui sont dans des logiques dites d'inclusivité, on va essayer de réduire au maximum les frottements. Et on va s'intéresser qu'à l'énergie cinétique moins les pertes, à la partie gauche de l'équation. Quand on commence à travailler sur la paire aidance, on va être sur l'énergie potentielle, donc on va être plutôt sur de la potentialité, et donc on va s'intéresser à la partie droite. Quand vous êtes sur la gauche, sur la partie gauche, vous allez plutôt raisonner rentabilité, qu'elle soit financière ou économique, mais qui est quelque chose d'extrêmement immobile. Alors que quand vous allez être sur la partie droite, quand vous allez être sur la partie droite, vous allez plutôt être sur une forme dynamique, puisque le premier effet multiplicateur de l'énergie dans un système, c'est la potentialité et l'énergie potentielle. C'est là où vous allez avoir très rapidement les meilleurs résultats que vous allez pouvoir formuler sous forme d'efficacité économique. J'espère que j'ai été clair dans ma démonstration mathématique. Je suis prêt d'ailleurs à répondre aux questions. Et enfin, je vais achever, pour le plus grand plaisir de Claire, dans les délais, j'imagine, sur le fait que, et ça c'est à la fois une intuition et une idée que je vous propose et qu'on pourra échanger ensuite, c'est que vraisemblablement la paire aidance, parce qu'elle va réarmer des individus qui ont vécu une situation qui est une situation singulière, parce qu'elle va à un moment donné aussi mettre en avant des compétences et des capacités, c'est sans doute la possibilité qu'elle offre aux personnes qui ont été vulnérables de devenir des éclaireurs dans le monde qui vient pour l'entreprise et la société. C'est-à-dire que le monde qui vient, j'ai essayé de le simplifier au maximum, c'est un monde davantage incertain. Donc on le voit bien, en moins de 24 heures, on peut y avoir des changements à l'autre bout du monde, comme en Syrie, par exemple, mais qui vont avoir un impact direct sur la vie économique locale. C'est un monde dans lequel on va avoir davantage de contraintes, qu'il s'agisse de contraintes de temps, mais aussi des contraintes de ressources, je pense par exemple aux ressources environnementales, qui va réclamer une adaptation forte, donc derrière toujours plus de flexibilité et un sens de la priorisation toujours plus grand, et qui sont finalement une forme de terrain de jeu que les personnes en situation de vulnérabilité ont par avance déjà joué. Et être une personne malade, par exemple, malade d'avoir un cancer, par exemple, c'est être incertain, on ne sait pas très bien comment les choses vont se passer, se retrouver dans des contraintes temporelles, spatiales, en termes de ressources, par exemple de ressources financières, avec un appauvrissement puisqu'on ne peut plus travailler. Il va falloir opérer des arbitrages et être davantage flexible, donc être en capacité à s'adapter. Ce que je voulais dire, et j'en conclurai là-dessus, c'est que finalement, dans les entreprises, il y a une mine, un gisement important de gens qui ont vécu par avance des situations qui sont celles qui se présentent aujourd'hui au collectif de travail, notamment dans le cadre des contractions énergétiques ou financières qui s'annoncent, et que l'entreprise aurait donc tout intérêt à révéler en termes de capacité, et pour le faire, la paire aidance est sans doute un des moyens à la fois le plus simple et le plus économe.
Et je vous remercie. Je rends l'antenne, Claire. Voilà, à 14h50. Merci infiniment Thierry pour cette présentation extrêmement riche et effectivement très dense, mais d'avoir relevé le défi et de l'avoir fait dans la contrainte du timing avec autant de talent et d'inspiration. Et c'est ça que l'on souhaite faire dans ces webinaires, c'est donner envie de creuser le sujet. Et là, je crois que l'on voit voilà, tout le champ des possibles que ça dessine, à condition d'être prêt peut-être à changer ce regard, à changer ce paradigme. Donc, merci infiniment Thierry. Je pense qu'il y aura des questions ou des témoignages. Donc, voilà, on continuera à en parler. Et donc, je vais donner maintenant la parole à Geneviève qui va peut-être justement nous éclairer sur la manière dont on injecte ces compétences, comment on les fait émerger finalement ces gisements de compétences et comment on participe à ce processus de transformation au service de la reprise du travail. Donc, pour rappel, Geneviève, vous êtes une des rares pères aidantes au Canada qui travaillaient vraiment sur la partie réinsertion professionnelle, retour au travail et accompagnement dans ce temps-là. Donc, voilà, je vous laisse la parole pour les 10-15 minutes à venir pour nous expliquer finalement comment vous vous y prenez et comment vous, votre expérience et votre métier de père aidante est un levier amplificateur dans ce processus de transformation et d'émergence de nouvelles compétences. Oui. On vous écoute. Super. Ben écoutez, dans un premier temps, je peux peut-être vous parler en fait là, concrètement là, de mon travail de père aidante, mais c'est à l'organisme accessible SMT pour Santé mentale travail. C'est un organisme qui dessert toute l'île de Montréal au Québec. Puis, on travaille au retour à l'emploi des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, la manière dont ça fonctionne, ça fait plus de 30 ans. Je pense qu'on est rendu à 36 ou 37. Donc, la manière dont ça fonctionne, nous, c'est un programme préparatoire à l'emploi. Le gouvernement va financer les gens pour qu'ils puissent participer à notre programme. Et le programme dure au total 32 semaines environ. Et je vous explique rapidement parce que après, je vais pouvoir vous expliquer comment moi, mon poste s'intègre dans toutes ces démarches-là. Donc, c'est des démarches de groupe où est-ce que les gens sont de 12 à 14 personnes avec 2 intervenants. Et ça se passe sur 32 semaines. La première partie, c'est un bilan où on apprend beaucoup. On fait des ateliers sur la gestion de la santé mentale, la connaissance de soi. Ensuite, les gens doivent, on leur montre comment chercher un stage. Ils doivent faire une recherche de stage et se trouver un stage en emploi dans leur domaine ou dans un nouveau domaine qu'ils souhaiteraient explorer. Et par la suite, les gens, après le stage, reviennent là, dans nos bureaux pour qu'on puisse travailler le CV, les entrevues d'embauche, etc. Donc, moi, en fait, je m'intègre à travers ce programme-là dès la première partie, comme on l'a vu là, à travers le bilan, c'est des ateliers de groupe. Donc, moi, en tant que père aidante accessible, je vais faire des ateliers de groupe et aussi des interventions individuelles. Donc, les ateliers de groupe que je vais donner, dans la première partie, on va parler du rétablissement. Qu'est-ce que c'est le rétablissement? À cette étape-là, moi, je vais dévoiler mes problèmes de santé mentale, l'anxiété, la dépression, troubles panique, troubles de personnalité. On va parler des étapes, etc. Mais ça permet aux gens qui sont dans le groupe de faire une photo du moment où est-ce ils en sont dans leur rétablissement. Par la suite, on fait un atelier sur le filet de sécurité. Le filet de sécurité, je vous dirais, c'est un peu comme un petit plan de crise. On va regarder ce que les gens font pour se sentir bien. C'est quoi les éléments déclencheurs de leur maladie ou leur difficulté. Après ça, les signes précurseurs et comment demander de l'aide. Qu'est-ce qu'on fait pour traverser tout ça.
Je vais faire un atelier sur le dévoilement, mais le dévoilement en général. Qu'est-ce que ça implique? Quelles sont les conséquences positives ou même négatives de faire un dévoilement de notre problème de santé mentale en emploi, mais en général aussi, hein, parce qu'on en a parlé. Claire, vous disiez que la stigmatisation est un des plus grands problèmes. Donc, oui, il y en a dans le domaine de l'emploi, mais aussi dans la vie en général. Et je vais faire un atelier sur la gestion autonome de la médication, où est-ce que là, on débute une réflexion sur la médication en santé mentale, mais on ne va pas travailler sur chaque médication de chaque personne. C'est une réflexion en général. Donc, moi, j'anime ces ateliers-là avec une intervenante et à travers tous ces ateliers-là, je vais faire des dévoilements qui vont susciter la participation. Le fait que j'utilise mon savoir expérientiel, ça permet de développer un lien de confiance assez rapidement avec les participants. Ils apprennent à me connaître, puis aussi ils vont oser dévoiler à travers le groupe et dans le groupe leurs difficultés, leurs points forts, leur façon de voir la chose, est-ce qu'ils sont à l'aise ou pas avec la médication et tout ça. Donc, c'est vraiment au niveau du lien de confiance, mais aussi de la normalisation. Hein. Nous, on utilise beaucoup ce terme-là au Québec. C'est que quand la personne va me dire « Ah, mais moi, je sais pas, moi, quand je fais une crise d'anxiété, je suis pas… » Moi, je donne un exemple. Quand je fais une crise d'anxiété, j'ai des vomissements, puis à ce moment-là, je devais me présenter à l'hôpital. Puis là, des gens vont faire « Ah oui, OK, moi, je pensais que c'était pas ça. » Fait qu'on normalise les symptômes, les difficultés, mais aussi les forces, les bienfaits, les avantages de tout ça. Et ça, moi, je le fais dans la première partie. Pour par la suite, les gens partent en stage et moi, je reviens par la suite à la recherche d'emploi où on va aller faire un rétablissement d'eux. Comment ça s'est passé, le rétablissement? Qu'est-ce qui a changé ou pas depuis le début du programme? Parce que là, on se souvient que les gens, ça fait quand même beaucoup de semaines qu'ils sont avec nous. Après, on va aller préciser sur le dévoilement en emploi. Quels sont les avantages? Comment on organise un dévoilement de notre problème de santé mentale en emploi? Pourquoi le faire? Quels en seraient les avantages? À quel moment le faire? Etc. On va regarder aussi les accommodements là, qu'on pourrait demander là, dans un milieu de travail. Et on va faire un atelier aussi sur le plan d'action rétablissement au travail. C'est un outil là, qui nous est donné dans la formation de paraidance, qui est en fait un genre de filet de sécurité où est-ce qu'on va regarder quand je me sens bien, ben comment je suis au travail. Qu'est-ce que je peux faire aussi pour me préparer, pour être plus efficace au travail? Quand je vais pas bien, qu'est-ce qui se passe au travail? Est-ce que je lâche certaines tâches? Est-ce que j'ai tendance à être plus absente, à m'absenter, etc.? Puis on va aller voir un plan d'action pour essayer que le rétablissement se maintienne au travail. C'est sûr que là, je vous ai expliqué en gros, moi, mes ateliers de groupe que moi, je donne à travers le programme. Mais en fait, ce que je trouve vraiment pertinent, c'est que moi, je suis paraidante à Accessible depuis 4 ans. Et puis, on voit une différence, en fait, auprès des participants. C'est que les participants vont avoir plus de confiance à dévoiler leurs difficultés, mais aussi à oser nommer leurs rêves, leurs espoirs, parce que moi aussi, je vais donner des exemples. Je vais donner un exemple je donne l'exemple qu'un jour, je voulais faire de la zoothérapie. Puis que finalement, en faisant les formations et tout ça, j'ai pas fait de zoothérapie, mais je suis rendue paraidante et j'ai un chien à la maison. Donc, on va voir, on va démystifier tout ça. On va aller voir aussi tout ce qui est… on travaille beaucoup avec l'approche par les forces. Donc, on va se centrer plutôt sur quelles sont tes forces, comment tu peux les potentialiser. Et à ce moment-là, moi, je vais donner des exemples aussi de ce que j'ai vécu comme paraidante, mais aussi de ce que je peux avoir vu comme conseillère en emploi dans d'autres emplois.
je trouve aussi que la paraidance, elle permet aussi de nommer les vraies choses et le partage va faire en sorte que même les intervenants qui, à la base, n'utilisent pas leur savoir expérientiel vont avoir tendance de plus en plus dans mon équipe à l'utiliser dans leurs interventions eux aussi, en disant, moi aussi, je suis fatiguée aujourd'hui, je suis moins productive. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc, ça va démystifier aussi auprès des intervenants le fait que de parler de soi-même en intervention, ça peut être vraiment pertinent. Par exemple, dans un atelier où est-ce qu'on parle dans la recherche d'emploi, où on va parler du plan d'action pour le retour au travail, ben en fait, on regarde comment on peut s'organiser, comment on se sent au travail, puis moi, je vais leur donner des exemples du fait que, par exemple, quand j'ai été en arrêt de travail il y a 3 ans, quand je suis revenue au travail les premières journées, mon fonctionnement n'était pas optimal. Mon fonctionnement était à 80%. J'avais des périodes dans la journée où j'étais moins fonctionnelle due à la médication et que moi, j'en avais parlé avec mon employeur avant le retour en emploi. Ça l'a permis d'ajuster certaines choses ou d'ajuster les attentes aussi de l'employeur. Donc, l'importance de la paraidance en retour au travail, moi, je trouve que c'est hyper pertinent. Puis, on en a parlé un petit peu avec Claire auparavant, que c'était pas une pratique courante d'avoir des paraidants en retour en emploi. Je sais pas, c'est un travail qu'on va avoir à développer. J'espère que ma présence ici va pouvoir encourager tout ça. Mais en fait, ça permet aussi de normaliser le fait que plusieurs personnes qui ont des problèmes de santé mentale se retrouvent sur le marché du travail. Et c'est seulement, parfois, on n'en est pas conscient. Et moi, je vais pouvoir partager aussi le fait que pendant 40 ans, j'ai travaillé sans dévoiler et j'ai réussi à développer certaines stratégies que je vais partager aussi avec les participants en travaillant ensemble le filet de sécurité et tout ça. Donc, c'est ce qui permet en gros d'avoir une connexion un peu plus grande, je pense, avec les participants pour la partie du groupe. Puis sinon, ben moi, je vais pouvoir me permettre de faire des rencontres individuelles qui vont pouvoir pousser un peu plus les sujets qu'on a travaillés en groupe et je vais pouvoir aller travailler avec les gens un peu, mais quels sont leurs rêves, c'est quoi leurs espoirs, vraiment aller décortiquer les forces, puis ils vont oser me parler de certaines choses des fois que les intervenants sont pas au courant. Et des fois, ça peut être tout à fait le contraire aussi, mais on va toujours travailler en collaboration, la paraidance et les intervenants. On travaille toujours en collaboration pour viser le retour en emploi puis utiliser des interventions qui visent la même optique. Je vais utiliser beaucoup les 5 étapes du rétablissement. Puis, nous, à notre organisme, tout se passe sur les lieux de notre organisme. Mais moi, je peux me permettre, en tant que paraidante, là, de sortir de l'organisme et d'accompagner chez le psychiatre, d'accompagner chez le médecin ou chez d'autres personnes ressources qui, par exemple, ne voient pas le fonctionnement de la personne au quotidien comme nous, on peut le voir, puis on peut amener des éclairages différents. Et en étant paraidante, ben, je vais être en mesure aussi de nommer que malgré les difficultés, le retour en emploi est possible. Fait qu'on devient un modèle d'espoir aussi pour les gens qui nous fréquentent. Donc, moi, je dirais, en gros, je vais rester disponible à vos questions, mais c'est un travail que j'aime bien et que j'aimerais bien qu'il se développe, la paraidance en employabilité. Merci beaucoup Geneviève. On sent votre engagement et votre conviction et c'est communicatif. Et puis surtout, on comprend à quel point finalement la proximité rendue possible par la paraidance est le levier d'émergence de forces, de compétences, des ressources
qui vont pouvoir être mobilisés au travail. Et finalement, à quel point ça permet aussi de faire exister le sujet, mettre de la conscience, de la connaissance dessus. Donc là où, voilà, souvent on n'arrive pas à même entamer un dialogue parce que le sujet est trop tabou ou difficile à aborder. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions également à Geneviève ou à demander des approfondissements ou peut-être des exemples et voilà, vous inspirer de pratiques aussi à partir de l'expérience canadienne. Merci Geneviève. Yves, je vais vous laisser la parole, mais peut-être un petit mot avant pour vous présenter. Vous êtes directeur d'une structure qui s'appelle Esperpro, qui emploie 28 personnes et dont la mission est de promouvoir justement la paire-aidance au service de tous, au service du rétablissement et également au service de l'accès à l'emploi et du maintien en emploi. Et vous, la paire-aidance, finalement, vous la vivez de pas mal de manières, puisque c'est finalement la valeur ajoutée que vous proposez en tant que chef d'entreprise. C'est une ressource, un service. C'est également votre métier, puisque vous êtes médiateur de santé paire de formation. Et puis, c'est un levier pour vous de pilotage de votre entreprise dans une réflexion sur la qualité de vie au travail et comment intégrer ce levier-là pour soutenir la qualité de vie au travail des personnes chez vous. Donc, on est très content que vous ayez accepté, Yves, de nous parler voilà, de finalement tous ces angles-là de la paire-aidance et peut-être d'illustrer aussi en tant que chef d'entreprise comment vous mobilisez cette dimension au service de la gestion des ressources humaines, même si j'aime pas trop cette formule. Alors, je vous laisse la parole, Yves. Merci Claire pour cette présentation, cette introduction et cette invitation à participer à ce webinaire. Merci aux personnes de s'être mobilisées et d'être présentes ce soir. Effectivement, c'est assez difficile de parler de mon rôle, de ma fonction de directeur de. Alors, effectivement, on pourrait considérer qu'Esperpro est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, puisque c'est une dénomination qui regroupe à la fois des associations, des sociétés, des entreprises unipersonnelles. Moi, je dirige une association. Et c'est difficile de parler de cette association sans parler de mon parcours. C'est pour ça que durant cette intervention, j'utiliserai mes 3 casquettes de citoyen français de 41 ans, de médiateur de santé paire, puisque c'est la voie par laquelle je suis parvenu à la direction de cette association, et puis de mon rôle de directeur en fin d'intervention. Et donc, pour vous parler un petit peu de mon parcours, j'ai eu une enfance assez heureuse. J'étais un enfant très agité, mais j'ai des très bons souvenirs de ma petite enfance. À l'adolescence, la situation s'est gâtée. J'ai compensé un mal-être, des complexes avec lesquels j'avais du mal à composer par des comportements à risque et l'usage de toxiques. À ce moment-là, ma situation familiale était un peu bancale. Les choses se sont durcies. Pour moi, le contexte était plus complexe jusqu'à devenir invivable. Et à peu près au même moment, je suis devenu entendeur de voix. Je me suis complètement enfermé dans la toxicomanie. J'ai restreint mes cercles relationnels et puis j'ai progressivement sombré. Donc j'ai redoublé évidemment 2 fois. La scolarité s'est pas très bien passée avant le bac. Je me suis retrouvé en filière technologique et donc le passage de la filière traditionnelle à la filière technologique m'a pas beaucoup aidé parce que j'ai pas eu à faire de gros efforts pour me mettre au niveau d'études et au même moment je n'avais pas
j'étais pas parvenu à trouver les bonnes stratégies pour me remettre d'aplomb, prendre soin de moi, et j'avais pas encore conscientisé l'effort que je devais faire pour veiller à mon équilibre de vie et à ma santé. Et j'ai fini par me faire exclure du lycée. J'ai subi dans le même temps une exclusion de l'académie. Donc je me suis retrouvé à 20 ans à réviser le bac dans une clinique psychiatrique spécialisée en addictologie. J'ai poursuivi mes études en BTS, mais comme j'avais des gros problèmes de santé qui n'étaient pas résolus, bah évidemment j'ai pas terminé mon parcours de formation. Et donc, je me suis retrouvé sur le marché du travail, sans spécialité, sans métier, sans réelles compétences. En tout cas, c'est ce que je croyais à l'époque. Sans diplôme, avec une santé qui se dégradait encore et encore parce que j'avais pas touché le fond et que j'avais pas encore pris soin de moi, jusqu'à atteindre un point de non-retour que je considère être mon fond, puisque chacun probablement peut évaluer où se situe son fond. On est assez inégaux face à la difficulté de vivre et aux différentes épreuves que la vie peut mettre sur notre route. Et bon, à cette époque, j'avais pour amis des personnes très marginalisées, dont une bonne partie vivait à la rue et faisait la manche pour survivre. Et c'est dans ces conditions et à cette période que je vais donner mon temps à une équipe mobile psychiatrie précarité en tant que bénévole. En fait, je vais me lier d'amitié avec un SDF qui aurait pu probablement être mon père, qui aurait pu être mon père. Son nom de rue, c'était Saïd. En fait, il avait développé une maladie de peau. Il s'inquiétait de l'évolution de cette maladie. C'est la première fois que je le voyais s'inquiéter par sa santé parce qu'il descendait 5 litres de villageoise par jour au petit déjeuner et il enchaînait avec de la 8-6 et du rhum le soir et toute la nuit. Et il m'a demandé de l'accompagner vers le soin pour résoudre ce problème de peau. Et je vais l'accompagner pendant des mois. Avec l'aide de tout le réseau d'une assistante sociale en particulier, je vais réussir à lui faire reprendre contact avec ses proches et sa famille, ses enfants qu'il avait laissés alors qu'ils avaient 3 et 5 ans. Il n'avait pas vu sa famille depuis 18 ans. Et donc, on parvient avec l'équipe médico-sociale à lui faire reprendre contact dans un premier temps et puis organiser une rencontre. Et pour la petite histoire, je me souviens de ça parce que c'est marquant et c'est ce qui m'a donné envie de devenir médiateur de santé père. Je me souviens que on était parvenu à reprendre contact avec son fils qui avait décidé de venir le chercher à Marseille. Et bon, il devait sortir du travail à 16h pour arriver vers 22h à Marseille. Finalement, les choses se sont compliquées, embouteillage et tout. Et donc, je descends sur le Vieux-Port avec Saïd à 2h30 du matin. Une voiture arrive. Elle se stationne devant le restaurant, le bout du quai. La porte s'ouvre. Son fils traverse le Vieux-Port qui était désert. Je m'éloigne de Saïd. Il le prend dans ses bras. Il reste enlacé pendant 30 secondes qu'on semblait être une éternité. Il retraverse vers la voiture. La porte arrière droite s'ouvre. La fille descend avec un bébé dans les mains. Ils s'enlacent tous les 4. Ils me font un petit signe. La voiture fait demi-tour. Ils s'en vont. Et là, je reste sur le Vieux-Port à 2h30. Et je me dis, waouh, je viens de vivre un truc incroyable. En fait, c'est ça que je veux faire. Et à partir de là, le second chapitre de ma vie va débuter. Je vais devenir médiateur de santé père dans une équipe de réhabilitation psychosociale. Et je vais évidemment utiliser mon histoire, mon parcours, toutes les difficultés que j'ai rencontrées pour aider les gens que je vais croiser dans les soins. Et je vais faire un diagnostic qui m'a semblé assez clair. C'est que les représentations sociales des troubles psychiques sont dures. On parle difficilement de santé mentale, on parle difficilement de troubles psychiques. On a du mal à parler de ces... En tout cas, moi, j'ai vraiment cette forte impression-là. C'est difficile de parler de ses émotions, c'est difficile de confier quand ça va mal. Et par ailleurs,
les troubles psychiques amènent deux conséquences très lourdes. En tout cas, les représentations défavorables des troubles psychiques amènent deux conséquences lourdes. C'est que les personnes qui en souffrent tardent à se tourner vers les soins parce qu'elles pensent toujours qu'elles vont trouver des stratégies pour surmonter la difficulté seule. Et puis, quand bien même, lorsqu'elles trouvent des réponses et que les choses vont mieux, elles souffrent encore d'un manque d'estime de soi. Et très souvent, d'un niveau de qualité de vie inférieur à la moyenne. Ensuite, la deuxième chose qui m'a paru hyper clairement, c'est que 10% des personnes vivant avec un handicap psychique seulement bénéficient d'un accompagnement vers l'emploi, alors que quand on demande aux personnes qui vivent avec des troubles psychiques comment elles imaginent leur rétablissement et leur citoyenneté, elles l'imaginent à travers l'emploi et 75% d'entre elles disent vouloir travailler. Par ailleurs, ça m'a aussi frappé de mettre ça en résonance avec cette question. C'est que on le sait, une des dimensions clés depuis longtemps du rétablissement passe par la reconstruction d'une vision fonctionnelle de soi-même, c'est-à-dire un sentiment d'utilité profond, du sens à ce que l'on fait et de la congruence dans nos actions. Et à ce titre, on sait que le travail, même si ce n'est pas la panacée, constitue quand même une source d'établissement d'objectifs certains et qui contribue au développement personnel, notamment par le dépassement de soi, le fait de se fixer des objectifs, la structuration du temps, et puis le statut social, parce que le statut social passe beaucoup par le statut professionnel, socio-professionnel. Et puis enfin, la dernière chose, c'est que le récit de vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, et en particulier l'expérience rare du vécu avec une dépression, avec un trouble anxieux persistant, avec des troubles obsessionnels compulsifs plus ou moins marqués, n'ont pas été sémantisés par les générations précédentes, alors que ils permettent de construire des repères, de trouver de l'espoir, et puis de se sentir moins seul et donc de réviser ses objectifs à la hausse. Et donc, effectivement, toute cette période de découverte de ce métier, de construction de ce métier, qui n'a pas encore de référentiel communément admis, m'a permis de mettre le doigt sur des espaces vides en fait dans l'organisation du système de santé. Et c'est cette période qui m'a amené à m'impliquer dans le développement du Working First, qui est un dispositif d'accompagnement vers et dans l'emploi, d'accès et de maintien en emploi dédié aux personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Et à l'époque où on a créé le Working First, en 2014, il n'existait que très peu de dispositifs. Je n'ai pas respecté les consignes, j'ai oublié d'enlever le Bluetooth de mon téléphone. Vous m'entendez? Allô? Mince. Allô? On t'entend très bien, Yves. Il n'y a aucun problème. On t'entend très bien. Vous m'entendez? Tu nous entends? Oui. Oui, on t'entend. Tu nous entends plus? Allô? Alors, j'ai l'impression qu'il y a un problème technique avec Yves. Mince. On t'entend très bien. Pardon? Est-ce que tu nous entends? Allô? Alors, comment je peux faire pour contacter Yves? J'ai Claire? appelé. Oui. Je me permets d'intervenir. Je vais relancer la connexion de Yves. Ça va prendre un tout petit peu, quelques instants, mais comme là, il ne nous entend plus, je pense qu'on n'a pas trop le choix. Ah bah, de toute façon, voilà, il a été déconnecté. Donc, je pense qu'il a perdu. Déconnecté. Il va revenir. Ça va prendre quelques secondes. Désolée pour cette interruption. Donc là, il n'est pas encore revenu. Ah voilà, donc il est revenu. Je lui redonne les droits.
C'est bon? Ok. Bon, sinon, je me disais… Ok. Yves, on vous a perdu, mais vous voilà de nouveau. Enfin, on t'a perdu, voilà. C'est bon? Est-ce que tu nous entends, Yves? Ouais, je vous entends, ouais. Ok. En revanche, Nous aussi. Pardon, désolé, hein. Pas de souci. Bon. Mais oui, du coup, à l'époque où on a créé le Working, donc il n'existait que très peu de dispositifs qui étaient spécialisés dans l'accès et le maintien d'emploi des publics vivant avec des troubles psychiques. Aucun n'utilisait la méthode IPS, Individual Placement and Support, qui est une méthode nord-américaine qui donne d'excellents résultats et qui vient un petit peu pas en opposition, mais en opposition et à la fois en complémentarité avec les dispositifs d'emploi protégés et puis avec les principes du rétablissement. Et donc, dans le cadre de ces missions de job coaching sur un dispositif d'accès de maintien en emploi, bah, évidemment, mon expérience personnelle m'a énormément aidé. Elle m'a permis de développer une empathie réelle et profonde envers les personnes en situation de précarité professionnelle et de jouer pleinement mon rôle de père aidant d'une manière à la fois authentique et efficace, puisque moi-même, j'avais connu des périodes de doute, d'incertitude, et que j'étais en mesure en fait de comprendre toutes les difficultés que ces personnes rencontraient, le sentiment d'inadéquation avec ce qui peut être demandé ou avec le reste du collectif, la peur du jugement, la peur de se projeter dans l'avenir. Et cette compréhension pouvait être mutuelle. Et je crois que c'est essentiel pour établir une relation de confiance et accompagner efficacement ces personnes qui tentaient de raccrocher avec le monde de l'emploi. Moi, j'ai eu un parcours en dents de scie. J'ai connu les trous dans le CV, à se prendre la tête pour savoir comment on allait expliquer lors d'un éventuel entretien d'embauche pourquoi pendant 1 an et demi on n'a que 2 expériences de 5 semaines de travail. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Qu'est-ce qu'on a fait? Quelles compétences on a développées? Voilà, ce sentiment horrible d'être inapte, quelles que soient les missions qu'on vous confie, d'avoir aucune compétence particulière, de ne même pas envisager qu'un employeur puisse s'intéresser à vous, en fait, avoir un quelconque intérêt à vous recruter, parce que vous savez pas vous maintenir dans l'emploi. Non seulement vous n'avez pas fait des grandes études, mais vous ne les avez même pas terminées. Et puis finalement, vous n'avez même pas eu l'occasion de pratiquer pour pouvoir combler un petit peu ces lacunes universitaires et de formation éducative, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'était pour moi un très bon moyen, un très bon levier de connexion avec les personnes que je rencontrais, et ça m'a permis d'appréhender la fonction père aidance dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise et dans un univers très orienté marché du travail. Et alors, la question qui suit, c'est pourquoi est-ce que je suis passé du Working First à la plateforme, à l'association Esper Pro? C'est parce que après 6 années de pratique du job coaching, donc pour ceux qui ne sont pas très familiers du terme, c'est conseiller en emploi spécialisé dans la pratique de la méthode IPS. Et puis après 9 ans de pratique de la père aidance dans le milieu sanitaire, au médico-social, j'avais besoin de changer d'air, j'avais besoin d'être reconnu professionnellement autrement, et j'ai eu l'opportunité de me servir d'une association dont j'avais la présidence pour répondre à un appel à projet. Et à cette époque-là, j'étais convaincu de l'urgence d'agir. J'avais envie et besoin de développer, de créer, d'inventer des nouveaux espaces professionnels, à l'intérieur desquels, c'était un petit peu mon ambition de l'époque, des individus aient aussi le temps de s'écouter, de se comprendre et de trouver les moyens de coopérer efficacement.
Et donc, je voulais créer un cadre professionnel qui favorise évidemment le développement, l'émergence et le développement de compétences, mais qui permettent aussi de se redécouvrir, de se découvrir autrement. À travers notamment des nouvelles représentations de soi-même et de la maladie qu'on a traversée. Et en fait, c'est dans cette dynamique, dans cette idée que j'ai pris la direction de l'association Esper Pro, puisque j'ai monté un établissement accolé à l'association pour d'abord soutenir, apporter du soutien, parce que je pense que on est profondément dans notre humanité liés aux autres, et apporter du soutien aux autres, ça répare soi-même. J'avais aussi envie qu'on ne soit pas dans quelque chose de l'ordre de trop bisounours, et que cette association elle soit bien ancrée dans son époque et dans la réalité du monde économique dans lequel on vit, donc avec des perspectives d'innovation, de développement et puis de diffusion, puisque je savais qu'on allait créer un capital intéressant avec la somme des personnalités, des singularités qui faisaient partie de ce collectif. Voilà, qu'on allait arriver à quelque chose de fonctionnel et d'intéressant, quoi. Donc, juste pour avoir une petite idée de ce qu'on fait aujourd'hui sur la plateforme, on propose des accompagnements tout public, sans critères diagnostiques, sans critères de parcours de soins, de sectorisation, quoi que ce soit d'autre. L'idée, c'est vraiment d'avoir un espace d'accueil ouvert, relativement réactif. Alors bon, ça dépend des périodes, parce qu'évidemment, la réussite a l'inconvénient de vite remplir les agendas. Ensuite, on a un dispositif, un pôle de santé communautaire. L'idée étant de mettre à contribution n'importe quel citoyen concernés de près, de très près, de loin ou de très loin, dans l'évaluation, l'évolution, la construction de tout un tas de projets autour de l'association, et vraiment voilà d'impliquer les personnes dans le maintien de d'un bon équilibre et d'une bonne santé. Un pôle formation, un pôle de service aux professionnels pour favoriser, vous l'avez dit tout à l'heure, la dotation et le maintien d'emploi des médiateurs de santé pair, et puis un parcours de professionnalisation, évidemment, pour faire découvrir le métier et permettre à toute personne intéressée par la pair-aidance et la médiation en santé pair d'en découvrir un petit peu les rouages et le fonctionnement. Et la dernière question, je ne sais pas exactement où on en est, mais je pense qu'il va falloir que je finisse dans quelques minutes. Comment est-ce qu'en tant que dirigeant de cette association, j'ai intégré la pair-aidance comme levier de la qualité de vie au travail? Je pense que c'est très simple, vous l'avez compris, hein. Moi, je suis concerné par 2 maladies chroniques depuis longtemps. Ces 2 maladies m'ont handicapé chacune à leur manière. Mais après avoir emprunté des itinéraires un peu plus longs que ce qu'auraient pu faire d'autres, je suis parvenu à concilier mon parcours de vie et mon projet professionnel. Malgré tout, j'ai gardé des traces, des stigmates, des cicatrices parfois très profondes de mon histoire et de ces handicaps et de la façon dont ils m'ont empêché et dont ils m'empêchent encore à certains égards, à certains niveaux dans mon quotidien. Et donc, à ce titre, j'ai choisi d'aborder le rapport au travail de la même manière que j'aborde la question du rétablissement en santé, c'est-à-dire par l'intérêt et le sentiment d'utilité. Et je sais que les personnes qui travaillent avec moi, qui sont des collaborateurs, hein, sont des salariés, mais ce sont aussi des personnes avec lesquelles je partage un certain nombre de choses dans nos histoires de vie. Alors, petite parenthèse, je pense que si on se parlait un petit peu plus de ce qui dysfonctionne ou de ce qui nous pose problème, on se découvrirait probablement beaucoup plus de liens que ce qu'on imagine avec beaucoup de gens. Je sais qu'ils ont besoin de se sentir utiles, ces collègues, et que leurs compétences soient reconnues pour gagner confiance en eux, revaloriser leur estime d'eux-mêmes.
renforcer encore leur sentiment d'utilité parce que leur estime d'eux-mêmes est renforcée. Et en fait, toute ma politique de ressources humaines, c'est en premier lieu parvenir à établir des conditions qui permettent à tout le monde de se sentir bien dans ses fonctions et dans son environnement de travail. Et pour simplifier, alors j'ai essayé de faire une petite synthèse de ça. Ça donne, je ne crée pas des postes et des fonctions pour remplir des tâches et des missions. J'invite des collaborateurs à devenir contributeurs et créateurs de nouvelles tâches. Et comment ça se traduit très concrètement dans la pratique de mes fonctions de direction, par exemple. Je travaille avec une approche par les compétences, par les forces, et je pars toujours de ce que les gens ont envie de faire, parce que je sais que tout part de là. Et donc, je demande systématiquement aux candidats de rédiger une fiche de poste idéale. Donc, quelqu'un veut travailler avec nous et voilà, on a rempli les premières petites formalités d'usage conventionnelles et voilà, et conventionnelles. Je leur propose de rédiger à partir de ce qu'ils ont compris de nos activités, de ce qu'on fait et comment ils se projettent et qu'est-ce que serait pour eux la fonction idéale. Et on part de ça pour construire pour de vrai leur poste et leur mission. Et très souvent, il y a un gap très faible entre la fiche de poste qu'ils ont créée et puis parce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans les accompagnements. Oui, mais si tu demandes à quelqu'un ce qu'il veut faire, quel est son rêve, ses envies, ses espoirs, etc., on va se retrouver avec des gens qui veulent aller ramasser des marguerites sur Mars. Mais non, en fait, pas du tout. Les gens sont parfaitement conscients de ce qui est possible et de ce qui l'est moins. Et en général, ces fiches de poste, ça donne des choses vraiment très, très intéressantes. Et donc, ça me permet de travailler sur les forces, sur les domaines d'intérêt, sur les envies. Les envies qui trouvent souvent leurs racines soit dans ce qui stimule, soit dans ce qu'on se sent déjà capable de faire et qu'on a envie de développer. Après, j'ai impulsé le renforcement positif systématique, c'est-à-dire qu'on crée des conditions pour se soutenir mutuellement le plus souvent possible, et aussi bien sur le plan personnel que sur le plan professionnel. C'est quelque chose sur lequel je travaille encore parce que la frontière est souvent finalement assez étroite et difficile à marquer, mais on essaye vraiment d'être dans du soutien mutuel dans ces différentes dimensions, avec cette idée que l'espace de travail doit être vraiment un incubateur de compétences et une voie parmi d'autres de développement personnel, et ce aussi bien pour les salariés que pour les bénévoles que pour les partenaires qui travaillent avec nous. J'ai vraiment insisté pour que l'environnement de travail, le climat soit basé sur la coopération et sur l'enrichissement et le renforcement positif. Et donc évidemment, pour ce faire, on a travaillé sur des valeurs partagées, on a mis en lumière, on a favorisé une communication la plus transparente possible. Et donc, l'idée, c'est que si vous vous sentez un petit peu moins bien ou que vous avez un besoin particulier, il faut pouvoir l'exprimer. Et c'est pas parce qu'on est au travail qu'on peut pas dire que c'est un jour sans, qu'on a envie de rentrer chez soi. Alors évidemment, il s'agit pas de rentrer chez soi tous les jours, mais d'avoir une grande flexibilité au niveau de la gestion des ressources humaines, c'est, à mon avis, et puis on ne peut pas faire autrement que comme ça, parce que souvent les personnes qui ont traversé des difficultés de ce type-là ont vécu des situations de contrainte, de domination, ils ont un rapport à l'autorité qui peut parfois être un peu complexe. Donc juste on en est conscient, on en parle, et finalement la réalité c'est que à la fin de l'année, on n'a pas un taux d'absentéisme qui est plus élevé que la moyenne nationale. C'est donc bien que ça fonctionne plutôt bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Est-ce que Yves, peut-être, oui,
Peut-être qu'il y a beaucoup de réactions, de questions, de témoignages. Donc, Ouais, peut-être un mot de la fin petite conclusion. et ensuite, on peut… Mot de la fin, ce que je dirais, c'est que on a une étude de l'Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises montre que les entreprises qui sont engagées dans leur RSE ont une meilleure performance financière. Donc ça, c'est quand même une information que je trouve intéressante. Et puis un mot un petit peu plus personnel, je crois qu'on vit vraiment dans un monde qui est un kaléidoscope géant de réalité individuelle. Il y a 8 milliards de personnes sur Terre, il y a 8 milliards de concevoir le monde différentes. Malheureusement, ces considérations sont ternies par les imperfections, les défaillances du système, mais surtout les inégalités dans lesquelles et à travers lesquelles, je ne sais pas, il est parfois très difficile de trouver sa place et de trouver un sens à ce qu'on fait. Et je pense que ça participe au fait que les individus, de façon générale, peuvent se sentir un peu déconnectés les uns des autres. Et je pense que notre modèle économique ultralibéral, en valorisant l'individu plus que le collectif, en fait, exacerbe un peu ces tensions qui nous éloignent, parfois nous aliènent en fait de nos valeurs fondamentales. Et je pense que pour reconstruire du lien social, pour créer de la valeur sociale, qui, à mon sens, est un enjeu extrêmement à très fort potentiel dans le développement des entreprises, il est essentiel de reconnaître la valeur de chaque individu. Et la valeur de chaque individu ne se mesure pas uniquement par sa capacité productive, mais dans ce qui l'amène dans le groupe et dans l'équipe. Et du coup, pour favoriser l'évaluation de soi, il est absolument nécessaire de parler de soi, de parler de ses forces, mais aussi de parler de ses fragilités, de ses besoins, de ses espoirs. Et c'est comme ça qu'on travaillera à la construction d'un avenir plus favorable, plus constructif, plus agréable, aussi bien dans la société en général que dans des plus petites communautés comme l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup, Yves. Cette expérience finalement d'entreprise, elle est intéressante à suivre, hein, de voir comment, voilà, dans la réalité de la mise en œuvre, ça porte ses fruits et peut-être mesurer effectivement finalement la performance globale que ça produit, notamment par ces liens reconstruits et reconsidérés. Merci beaucoup. Bon, j'ai dépassé le temps, je viens de m'apercevoir. Oui, Yves. Mauvaise note. Bon, on va vite prendre les questions. Il y a tellement de choses à dire, c'est tellement passionnant. Et effectivement, ça donne envie de donner une suite, en tout cas, à ces réflexions. Et merci à vous trois d'avoir déjà partagé tout ça. On va compléter avec les questions des participants. Donc, les questions vont s'afficher et si vous en êtes d'accord pour y répondre. Donc, il y a une question de Marion qui dit « Par où commencer si on veut travailler comme père aidant spécifiquement pour l'insertion professionnelle en France, dans la mesure où ce n'est pas encore développé et à quel type de structure peut-on s'adresser ?» Yves, est-ce que tu peux éclairer Marion là-dessus? Alors, la semaine dernière, je me suis rendu aux 10 ans du collectif France Emploi Accompagné. J'ai essayé de porter un plaidoyer pour l'implémentation de la pérédance dans le cadre des dispositifs d'accompagnement vers aidant l'emploi. Donc peut-être que vous pouvez vous adresser au CFEA. Sinon, peut-être se rapprocher des centres de formation qui proposent des parcours de formation comme des licences professionnelles ou des diplômes universitaires. Il y en a à Paris, à Bordeaux, à Rennes, à Grenoble, à Marseille. Voilà. Merci. Ça va prendre plus de temps que... Alors, autre question. Alors, question à Thierry. Pouvez-vous clarifier si vous parlez d'entraide encouragée entre salariés ou d'individus clairement identifiés comme pères aidants et dont une partie du travail constitue à aider leurs collègues
demandeurs sur la base de leur expérience du rétablissement. C'est vrai que quand on parle de père aidance, il y a de multiples façons de la mobiliser. Peut-être qu'on peut clarifier un peu ça, oui, Thierry. juste le temps manquait, puisqu'il y a un maquis de désignation, puisque là on parle de père aidant, mais on peut aussi parler de père formant, de partenaire père. Enfin, il y a autour de la question de la père aidance, d'abord il y a un maquis de désignation, et ça me permet juste de rebondir sur la première question, c'est que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place en fait aujourd'hui dans la reconnaissance. Dans la reconnaissance que peuvent en avoir aussi les pouvoirs publics. Juste peut-être pour répondre à la question, j'ajouterais même un troisième cas de figure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'entraide encouragée entre salariés, et là on va être plutôt dans le cadre par exemple de communautés, comme il en existe chez les aidants, et donc derrière on va partager les pratiques. Vous pouvez aussi avoir des référents, c'est-à-dire des personnes qui, à une époque, Casino faisait ça, il y avait un truc qui s'appelait le réseau des bienveilleurs, qui était à la disposition, comme vous avez aussi des référents handicap, à la disposition des partenaires. Et vous avez un troisième cas de figure, c'est l'intervention généralement d'une association tiers, mais pas que, c'est pas forcément associative, d'une personne qui va venir raconter son histoire et venir accompagner les personnes. Donc en fait, juste pour vous répondre, j'espère que c'est clair, en fait, la père aidance va englober ces trois types de situations. Donc là, ce que je vous ai présenté, en fait, on a regardé un processus qui se met en place, mais pas forcément en le qualifiant très précisément, puisqu'on a aujourd'hui des modes d'intervention extrêmement vastes. Si vous prenez un exemple qui est sans doute parmi les plus aboutis, c'est celui des établissements de santé qui utilisent, alors ce n'est pas forcément des pères aidants, mais c'est des patients partenaires, donc ce qui est globalement un peu la même chose. Ils pourront alternativement le faire avec des associations de patients. Ils pourront salarier une personne en particulier qui va les aider. Il y a des expérimentations qui sont faites dans les hospices civils de Lyon, ou ils peuvent aussi travailler avec des bénévoles. Donc voilà, il y a plusieurs cas de figure. J'espère que j'ai répondu à cette question. Oui, et ça me permet de préciser, Thierry, c'est vrai que là, grâce à vos partages, on sent finalement déjà une grande expérience de la père aidance. Aujourd'hui, c'est pas du tout généralisé, c'est pas du tout encore modélisé, toute cette affaire-là. Tout ça finalement émerge de manière un peu pragmatique, de petites initiatives qui sont menées localement. Il y a encore assez peu d'entreprises qui ont organisé de manière très formelle et instituée ces dispositifs de père aidance, quels qu'ils soient, de manière entre salariés ou avec l'aide de professionnels père aidants. Donc tout ça est en train de se mettre en œuvre. Oui. Autre question. Merci Geneviève pour votre témoignage. Selon vous, quelles sont les forces qui vous ont permis de vous investir dans ce projet? Comment proposer à un salarié en retour au travail d'occuper cette fonction? Merci d'avance. Alors, comment proposer à un salarié en retour au travail d'occuper cette fonction? C'est-à-dire, j'imagine, de changer de métier? Oui. Ben, en fait, les forces, moi, je pense que le savoir expérientiel, c'est une des forces des plus grandes, d'avoir traversé à travers plusieurs dépressions, le trouble anxieux, les parcours avec la médication à ajuster, les arrêts de travail, les retours au travail, les réorientations, les changements de métier. Je pense que tout ça m'a fait en sorte que je suis habituée ou consciente de ce que ça peut avoir comme impact sur le travail. Donc, ça me permet là, d'être plus ouverte, empathique et impliquée aussi dans le projet de retour au travail pour les gens. Et pour ce qui est de proposer en salarié, en fait, moi, je vous dirais que le métier de père aidant, moi où je suis, c'est que comme les gens sont en retour au travail, il y a presque une personne par groupe qui est intéressée à devenir père aidant en voyant ce que je vais faire et ce que les autres père aidants font aussi. Donc,
On en parle, on en discute, on parle du savoir expérientiel, de la formation possible et des emplois possibles dans ce domaine-là. Merci Geneviève. Quel est le modèle de financement d'Esperpro? La mission est géniale, mais où trouvez-vous les soutiens financiers? Eh oui, bien sûr. Comment on fait? C'est quoi le modèle économique? Très bonne question. Depuis le début, j'ai privilégié un modèle de financement mixte, c'est-à-dire financement public, financement et subventions privées et prestations de services, activités commerciales, de façon à pouvoir compenser en fonction des difficultés rencontrées et des opportunités qui se présentent et équilibrer un petit peu voilà, les stratégies de développement économique. Voilà, si ça vous intéresse, on peut en discuter un peu plus longuement. Vous avez les coordonnées des 3 intervenants, donc voilà, ils ont accepté de partager si vous voulez leur poser des questions plus précises, mais en tout cas, on comprend que c'est une association qui, du coup, a une part de subvention et en même temps de bénéfices de l'activité, notamment de formation. Ok. Exactement. Oui, pardon. Par votre expérience, avez-vous observé que la pérédance au travail fonctionne pour toutes les fragilités ou davantage pour certains facteurs de vulnérabilité? Alors, est-ce que vous avez envie de répondre à cette question-là, sachant qu'il me semble que vous avez plutôt travaillé sur les enjeux de troubles psychiques, mais peut-être que Thierry, vous avez une visibilité un peu plus large. J'ai pas de réponse en fait. Peut-être que ça marche sur certains facteurs de vulnérabilité plus que sur d'autres, c'est possible. Bon, aujourd'hui, d'abord, c'est à l'État. La pérédance quand même demeure à une forme d'état, je ne vais pas dire embryonnaire, mais on en est quand même finalement pas loin. Donc on n'a pas forcément de recul et de série longue sur le sujet. Et puis la deuxième raison pour laquelle j'ai un peu de mal à répondre à la question, c'est que a priori la pérédance, quand elle s'est mise en place, elle a été faite sur des situations de vulnérabilité qui sont des situations plutôt reconnues ou connues. Ça peut être une situation de maladie comme le cancer, par exemple, où là, vous avez 50, je crois que c'est de mémoire, c'est vous avez spontanément 57% des managers qui vous disent qu'ils ont dans leur entourage professionnel, direct ou indirect, quelqu'un qui vit un cancer. Donc, on est vraiment sur quelque chose de massif. C'est aussi dans le domaine du handicap. Donc, je peux pas vous répondre avec une grande précision. J'aurais plutôt tendance à dire que non, mais c'est pour le coup là plutôt une intuition. Il n'y a foncièrement pas de raison que ça ne fonctionne pas pour toutes les fragilités, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. On n'a pas d'éléments objectivés pour pouvoir dire ça aujourd'hui. Okay. Peux ajouter juste un petit quelque chose, Claire? Non? Oui, bien sûr, Yves. Merci. De notre côté, nous avons initié un plan de prévention des risques psychosociaux au travail et si on s'en tient aux facteurs de vulnérabilité de l'INRS, on est parvenu à créer un modèle qui s'inspire très directement de ce qu'on peut faire dans les relations de pérédance dans le cadre professionnel sur l'ensemble des facteurs de vulnérabilité, les facteurs de risque psychosociaux au travail. Donc ça va dans le sens de finalement d'un bénéfice pour toutes les situations. Ok, on peut encore prendre quelques questions. Est-ce que les pères aidants au Québec sont reconnus comme salariés et est-ce qu'il existe une grille de salaire? Geneviève, cette question est pour vous. De ce que je sais, c'est que le métier de père aidant n'a pas été reconnu encore au Conseil du Trésor ou au gouvernement, si on peut dire. Donc, les pères aidants existent,
mais on ne porte pas toujours le même titre dépendamment de l'organisme. Que moi, là, à l'organisme où je suis une intervenante par aidante et je suis sur le même échelon salarial que les intervenants, même chose. Dans d'autres organismes communautaires, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas nécessairement des entreprises de santé, ça va dépendre. Mais dans le domaine de la santé, les parents aidants sont payés, sont sur une grille de salaire, mais ils sont sur une grille de salaire d'éducateurs puisqu'ils ne sont pas encore reconnus comme parents aidants. Au niveau syndical, ça doit se travailler. Le métier doit être reconnu pour qu'il y ait un échelon salarial typique aux parents aidants. Donc, c'est encore en développement. Mais la plupart des parents aidants sont des salariés. Effectivement, en France, aujourd'hui, il n'y a pas de convention du métier de père aidant, il n'y a pas de grille de salaire, donc ça pose un certain nombre de questions. C'est très lié à la structure dans laquelle on travaille. Je suis désolée, mais du coup, je continue à réfléchir à la question précédente, et j'avais peut-être envie de revenir dessus et d'aller dans le sens que vous avez évoqué, de se dire il n'y a pas tellement de raisons pour que la pérédance soit pas intéressante pour tous les types de vulnérabilité. J'ai l'intuition que dans le cadre des enjeux de santé mentale et de troubles psychiques, il y a encore plus d'enjeux de pérédance du fait de la stigmatisation que vous avez évoquée, dont on a parlé, de l'impossibilité à dire ces troubles-là et du regard qui est porté sur ces pathologies-là, et donc de l'importance de créer un espace où on peut s'en parler sans peur et sans honte. Voilà, je vous partage en tout cas peut-être cette nuance-là. Je vous propose qu'on prenne une dernière question. Alors, existe-t-il des travaux, des expériences de pères aidants retraités qui reviennent sur toutes les possibilités d'être, non pas intégrés via l'emploi salarié, mais dans la cité via du bénévolat, par exemple? Alors, aujourd'hui, moi, je n'ai pas connaissance de travaux de recherche là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que on peut se dire que tout le bénévolat, l'apport d'expérience et la mobilisation de compétences expérientielles d'une population retraitée et aidante d'une manière ou d'une autre en lien avec une expérience de vulnérabilité est tout un pan d'activité de nos sociétés, mais qui est un pan qui est complètement caché et pas valorisé. Et il me semble que pendant le Covid, d'ailleurs, c'est une des choses qu'on a vu émerger, c'est qu'on a fait disparaître toute cette activité qu'on ne regardait jamais. Et on a vu à quel point ça servait le quotidien, notamment de la population active. Qu'est-ce que vous auriez envie d'en dire, Thierry, peut-être sur ce… À mon avis, c'est fait de façon parcellaire dans le milieu associatif. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir d'anciens patients retraités qui peuvent intervenir en tant que père aidant, soit dans un établissement, soit auprès d'autres patients qui sont ceux de l'association. Oui, ça existe. Alors, je n'ai pas comme ça en tête une association comme ça spécifiquement qui le ferait, mais j'imagine que des associations comme la Ligue contre le cancer, France Alzheimer ou d'autres qui ont une grosse assise, vraisemblablement aussi, je pense, l'UNAFAM peut-être travaille dans ce domaine-là. Enfin, il n'y a aucune raison, puisque souvent, c'est des associations qui tiennent aussi sur des personnes retraitées. Donc, il n'y a, à mon avis, pas forcément de raison. Et ensuite, il y a un deuxième sujet qui est de dire, parce que ce que je comprends d'après la question de Richard, c'est qu'il y a une forme de velléité à vouloir faire du bénévolat et s'inscrire dans la vie de la cité. Et il y a, sur ce point-là, il y a une plateforme téléphonique
alors il y en a deux, il y en a une qui est montée par l'État, où on peut devenir bénévole, et je pense que la question doit être abordée. Et une deuxième qui a été montée par des groupes de prévoyance, enfin plus exactement par l'Agir Carco, mais j'ai pas j'imagine qu'une recherche sur Internet vous permettra de le retrouver, par l'Agir Carco, qui permet d'appeler et donc derrière de pouvoir être orienté en fonction de ses envies et de ses goûts vers des actions bénévoles. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce stade. Et je vois dans le chat un partage au Québec, un programme Premier Choix chez soi où justement il s'appuie sur des pères aidants ou des aidants naturels pour accompagner des personnes vieillissantes chez elles. Donc on voit que voilà, il y a des initiatives qui sont prises dans ce sens, mais effectivement on a finalement assez peu de travaux de recherche, de partage d'expérience, et c'est bien pour cela que vous avez travaillé là-dessus, Thierry, avec le cercle vulnérabilité et société, mais que ça mériterait d'être vraiment creusé, ce sujet. Merci à vous trois d'avoir partagé tout cela. On aurait aimé avoir beaucoup plus de temps pour vous écouter. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Ça nous invite à continuer à explorer le sujet, à continuer à partager des expériences et des initiatives. Voilà, il y a un champ qui s'ouvre à nous et charge à nous de travailler dessus, de partager et d'objectiver tout ça. Merci à vous tous qui avez été très nombreux à participer à ce webinaire. Notre prochaine rencontre aura lieu le 18 mars. Elle portera sur la prévention en santé mentale. Et d'ici là, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. On vous donne rendez-vous l'année prochaine. Merci à vous tous. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.